Est-ce que j'ai dépensé une fortune dans un logiciel d'image pour vous faire cette intro moisie? La réponse est oui. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un podcast de Quadra CSP+? La réponse est non, mais nous voici, c'est le premier numéro du Pambagna Social Club. On est très content de vous recevoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Marc, comment ça va? Bonjour tout le monde. Je disais, quoi de mieux pour commencer l'année qu'un bon boys club Ah oui, exactement, ça manquait un truc d'hétéro cisgenre. Et surtout, je t'informe que tu es ici parce que tu es notre caution grand public. Tu le prends bien, tu le prends mal, c'est ton problème. Ah, c'est-à-dire c'est moi qui propose le truc de bof en fait, c'est ça? J'aurais pas dit ça, mais non, pas du tout. On est très content de te recevoir. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Du coup, moi, je pensais être la caution grand public. Du coup, je me demande quel rôle je vais jouer ce soir. Toi, tu es la caution geek. Ok. Même si ce soir, il ne sera pas question Je préfère grand public. Je te prêterai la carte geek pour l'épisode prochain. Même si ce soir, il ne sera pas question de jeux vidéo, mais pourquoi pas à l'avenir. Je suis pas d'accord. Ok, ça commence. Le Pambagna Social Club, c'est une réunion. On essaie de se voir à peu près une fois par mois pour parler à la fois d'un film qu'on a vu en commun, d'un album de musique qu'on a écouté en commun et accessoirement d'un livre qu'on a lu en commun, et on s'en sert pour débriefer. Et on commence tout de suite par le film. Freddy Fazbear's Pizza. C'est pas du tout le souvenir que j'en avais. C'est parce que tu penses à l'autre restaurant. Celui-là, c'est l'original. Personne n'est venu ici depuis des dizaines d'années. Une petite fille a été tuée ici. Alors, vous aurez sûrement reconnu un extrait de la bande-annonce de Five Nights at Freddy's 2. Rien que le titre, c'est déjà un très bon exercice d'orthophoniste. Je me suis fait avoir. Et c'est un choix de Marc. Est-ce que tu peux nous présenter le film D'ailleurs, je tenais d'abord à m'excuser auprès de vous pour avoir choisi ce film. Mais avec l'album de Quadra que tu as choisi et le livre d'Ambassadeur qui s'ennuie, je me suis dit qu'il fallait un peu de pop culture pour baisser le moyen d'âge peut-être de nos auditeurs, auditrices. Alors, là où je n'étais pas d'accord justement à ce que tu as dit, c'est que justement ce film, c'est une adaptation signée d'un jeu vidéo, Five Nights at Freddy's, créé par Scott Cawthon en 2014, où nous incarnons un vigile qui doit surveiller de nuit un restaurant fermé, abandonné via l'intermédiaire d'écrans de contrôle et caméras de surveillance. Sauf que finalement, on va se rendre compte que le restaurant, il n'est pas si vide et si abandonné que ça, puisqu'il y a des animatronics hantés et malveillants qui sont là, qui veulent vous buter. Donc le gameplay est assez simple. Il progresse en loose day, un peu en mode ninja dans l'ensemble du restaurant, et par l'intermédiaire des écrans, c'est anticiper leur progression pour les voir arriver et les stopper avant qu'ils vous butent. Et le but, c'est de tenir 5 nuits. Un gameplay très simple, efficace, qui a fait un gros buzz, puisqu'il y a eu un énorme succès, notamment porté par un lore très complexe, très dense, qui s'est densifié sur base de creepypasta. Donc je vous envoie vers l'histoire du Pizzagate, l'histoire de pizzeria où les enfants disparaissent, de soupçons de réseau pédophile et de politiciens US impliqués éventuellement. Et aussi un lore qui s'est complexifié par l'interprétation de fans qui sont engouffrés dans de nombreuses ambiguïtés laissées sciemment par le créateur du jeu. À ce sujet, pour ceux qui sont fans de ce genre d'idées, il y a Feldup, le streamer qui est assez connu, qui va bientôt, suivant quand sortira cet épisode, lancer un épisode de Findings sur le sujet de FNAF. Donc du coup, on est sur une suite, donc c'est FNAF 2. L'adaptation du jeu a déjà été faite par un FNAF 1, logiquement, par Emma Tammy, qui est spécialiste de films de genre, réalisatrice US, qui a fait donc le premier FNAF en 2023, que j'ai trouvé moi, qui avait été assez réussi, assez fidèle à l'univers du jeu, en respectant bien l'idée du lore, tout en la modernisant avec des idées un peu de voyage dans les rêves, assez cool. Et le film a été produit par Jason Blum via sa boîte Blumhouse, qui est quand même, pour ceux qui sont fans des films de genre, une grosse écurie, avec des franchises telles que Paranormal Activity, Insidious, The Purge. Donc on dit, bon, elle avait du lourd derrière.
Et donc, je me suis dit, ben, le 2, même société de prod, même réalisatrice, même personnage, joué par les mêmes personnes. Donc, ben, je me suis pas méfié et c'était une erreur. Merci. Je te rappelle que tes grosses bagouses font du bruit sur la table, mais ça, Merde. c'est parce qu'on a invité un Méditerranéen. Ou c'est peut-être mes gros bracelets aussi. je Avant ne de sais donner la parole à Jérémy, je voulais revenir justement sur le fait qu'on va au cinéma voir l'adaptation d'un jeu vidéo. C'est pour ça que je te disais qu'on est un peu geek ce soir aussi quand même. Et ça sera notamment l'un des griefs que j'aurai à faire au film, mais pas, je vais pas lui reprocher d'être l'adaptation d'un jeu vidéo, mais je vais lui reprocher d'autres choses. Jérémy, c'est à toi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Premier avis sur le film. Alors, il se trouve que moi, j'ai vu le premier, non pas parce que ça m'intéressait, mais donc mon fils de 8 ans est fan du jeu vidéo. Donc, quand le premier film est sorti, il m'a tanné, il voulait aller le voir, il n'avait pas l'âge parce que, alors je pense que c'est le cas du deuxième, mais c'est aussi le cas du premier, il y a une interdiction moins de 12 ans en salle. Donc, du coup, on a pu le voir en VOD à la maison. Et du coup, voilà. Du coup, je connaissais l'histoire et je connaissais à peu près le code. Il m'a manqué les codes du jeu vidéo, en particulier des différents personnages et tout ça. On est typiquement dans un film d'horreur de Noël. Hein. Je pense que la période à laquelle ça sort, c'est pas innocent. Je suis passé un peu à côté dans le sens où, alors, il m'a manqué un peu les codes du film. Typiquement, moi, je me rappelle que mon fils, qui voyait le premier, il connaissait les monstres et du coup, il me dit tel monstre fait ceci, tel monstre fait cela, on y reviendra. Du coup, j'avais pas tout à fait les codes. La petite déception que j'ai, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus en plus en fait, je distingue un peu les films d'horreur et les films où on sursaute. Et là, c'est un film où on sursaute beaucoup, surtout au cinéma. Donc voilà. Et j'ai sursauté, donc de ce point de vue-là, ça a bien fonctionné. J'ai pas vraiment eu peur, mais bon, ça c'est peut-être parce que maintenant je suis un grand garçon. D'ailleurs, voilà. les gens avaient l'air d'apprécier dans la salle. Oui. Mais alors je reviens, en fait, je reproche pas à ce film d'être l'adaptation d'un jeu vidéo, je lui reproche de s'adresser exclusivement aux fans du jeu vidéo. C'est-à-dire que je pense qu'en tant que spectateur non joueur, j'ai l'impression qu'il s'adresse à moi comme si je connaissais tout un tas de codes. Et le film, je vais parler du 1, désolé, parce que comme je suis un bon élève, quand tu as mis ce film au programme, je suis allé voir le 1 sur les plateformes de streaming. Et en fait, la formule est vraiment pas mal, parce que ce que j'aime dans un film d'horreur, c'est que ça s'appuie sur des névroses. Et donc là, on est typiquement sur ce restaurant qui est une sorte de flunch, on va le dire très, très simplement, mais très adapté aux enfants, dans lequel il y a un spectacle de peluches animées électroniques. Et on va découvrir que finalement, ces peluches, pour le dire simplement, sans entrer dans les détails, mais elles sont hantées et elles vont massacrer des gens. Et en fait, moi, j'ai l'impression que l'idée est là, mais le film va très, très, très vite, comme s'il voulait évacuer tout un tas de choses. Et la frustration que j'ai, par exemple, c'est que les décors sont quand même exceptionnels. J'ai trouvé que vraiment, en termes de décors, c'était du très, très bon niveau. Et il y a une frustration chez moi, et ce qui vient peut-être de la bascule jeu vidéo-film. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas le jeu vidéo avec ces histoires de caméras de surveillance. Mais quand le film commence et qu'on voit l'appareillage de caméras de surveillance, je me dis là, il y a un stratagème narratif qui peut faire un super film d'horreur. Et désolé de parler du 1, mais ce reproche va aussi au 2. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de très bonnes idées. L'idée d'aller dans un resto pour enfants désaffectés, je trouve que c'est une super idée. L'idée de faire peur avec des peluches qui sont quand même censées nous rassurer, etc. Je trouve que vraiment, j'essaye pas d'intellectualiser un film populaire. Je veux pas faire ça, mais en même temps, je tiens on a parlé tout à l'heure de la caution bof du film, etc. Je pense qu'il y a des ingrédients. En fait, c'est une mayonnaise qui n'a pas prise parce que les ingrédients sont là. Il y a plein d'ingrédients qui malheureusement sont, à mon avis, je n'ai pas eu le temps de m'y plonger, qui sont à la source de la réussite du jeu vidéo et qui ne parviennent pas à trouver une traduction dans le film. Et en l'occurrence, pour avoir vu les deux, le 2, en l'occurrence, je trouve que le 2 n'a pas grand-chose à dire en plus du 1. Pour le résumer, moi, je dirais que le 1, c'est un très bon épisode de Scooby-Doo. Mais au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'en fait, désolé, mais en fait, c'est le monsieur qui fait découvrir le restaurant désaffecté, dont on découvre qu'il est le méchant derrière les peluches. Et ça, c'est le scénario de base d'un épisode de Scooby-Doo.
De ce coup, non, j'ai spoilé le 1, mais il se trouve que c'est pas le cas dans le 2. Mais moi, encore une fois, ce n'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Et là, je vais revenir sur ce que disait Jérémy avant de vous rendre enfin la parole. Désolé. C'est qu'il y a beaucoup de sursauts. Et en fait, tout se passe dans le hors-champ pour rester en moins de 12 ans et surtout pas se prendre à un moins de 16 ans. Je pense qu'on en a parlé avant l'émission, on est d'accord là-dessus. Mais moi, ça ne me gêne pas. Je pense que le hors-champ est un ressort énorme du cinéma d'horreur, mais là, il sert juste à enlever du sang, en fait. Et il y avait vraiment de quoi faire bien flipper. Alors, juste le hors-champ, c'est le principe de base du gameplay initial du jeu, parce que ça aussi, il faut savoir, c'est que tout le jeu, on ne quitte jamais on n'est jamais dans le restaurant, on ne quitte jamais le local du gardien, et on n'est que à base d'écran. Et ce qui est flippant dans le jeu, c'est quand tu les vois pas, finalement, les animatroniques. Donc, le hors-champ fait partie. Donc, ça, elle a voulu, je pense, la réal reprendre cette histoire de hors-champ parce que c'est tout le gameplay. C'est quand tu les vois pas, tu sais pas où ils sont, que tu commences à dire ils se rapprochent. Donc, tout est. Parce que le jeu est assez pauvre aussi esthétiquement. Hein, on n'a pas tout ce délire de décor. Et je pense qu'elle a voulu un peu agrémenter ça. Et c'est pour ça que l'hors-champ, je pense que c'est essentiel à la reprise de cette idée, du moins, je dirais, quoi. Moi, je pense que ça peut faire une bonne introduction aux films d'horreur pour des ados qui n'ont pas encore regardé de films d'horreur. Mais d'ailleurs, je pense que c'est le stratagème. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une tentative d'accoutumer un public. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est ton fils qui veut aller le voir. C'est le seul qui n'a pas le droit d'y aller, en vrai, qui veut aller le voir. Exactement. Ma fille, pareil, elle n'a pas le droit d'aller le voir, mais je pense qu'elle était hyper motivée pour y aller. Et d'ailleurs, il se trouve que là, on enregistre cette émission le lendemain de Noël et que pour les fêtes de Noël, j'ai rematé un film qui était fait exactement comme ça, un film d'horreur pour les enfants. C'est le Gremlins de Joe Dante, qui pour le coup est beaucoup plus réussi. Mais je pense que ce film, si tu veux, je ne sais pas s'il aura a priori, je dirais non, mais bon, bref. Je ne sais pas s'il aura l'écho dans cette génération-là qu'a eu les Gremlins chez nous. Mais on reconnaît un peu un stratagème de fabriquer un Gremlins comme ça. Moi, j'ai plus un souci, excuse-moi de te couper la parole avant que tu la prennes, mais j'ai plus un souci avec la question du dedans et du dehors, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, en tout cas dans Five Nights at Freddy's 2, on n'y est pas si souvent que ça dans le restaurant. C'est vrai, on y est plus dans le 1, ça c'est vrai. Et je veux dire que pour un restaurant qui est censé être fermé, on y rentre un peu comme dans un moulin. Je vous ai remarqué, ça m'a un peu choqué parce qu'un truc qui est censé être bloqué, je sais pas si on a les portes, mais ça va, ça vient, il est où, j'y vais, je reviens. Et ça a l'air loin, ils font pas mal d'aller-retour en vélo, du coup, c'est assez. Ouais, en effet, on est beaucoup dehors. Et là, un truc que je dois rebondir sur ce que tu as dit, c'est ça s'est adressé, tu disais, plutôt aux fans du film. Oui et non, parce qu'ils ont rajouté quelque chose qui n'était pas, c'est une intrigue amoureuse. Alors ça, je pense que c'est la volonté de Blumhouse d'aller chercher, de ratisser large, de dire tiens, on va te choper un peu de teen movie au passage. Ouais, c'est du cahier des charges en fait. Ouais, c'était c'était un peu, j'ai trouvé ça un peu c'est coché, puis l'intrigue amoureuse sans spoiler qui s'enclenche pas très bien. On espère que truc à la Ross et Rachel, la sueux qui est revu. Et je pense que Blumhouse a fait l'erreur de vouloir sortir un peu du fan base, d'aller ratisser un peu large, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vraiment ça, c'est un film qui ratisse large. Je prends un exemple, dans le 2, il y a une séquence qui est une citation directe de... J'ai oublié le titre. Comment s'appelle ce film où on retrouve le caméscope d'une bande de jeunes qui vont dans une forêt? Projet Blair Witch. Merci, désolé, ça fait juste 20 ans que je l'ai vu, donc ça ne me rajeunit pas. Il y a une volonté de citer le projet Blair Witch, parce qu'au début du 2, il y a une équipe de télévision qui rentre dans le restaurant désaffecté, et donc évidemment on devine de suite que ça va mal finir et que viens, si j'allais au premier étage et toi au sous-sol, on rejoindra plus tard et puis on se rejoint surtout en enfer. En fait, il y a tout un tas de citations qui sont pas inintéressantes. Moi, je pense à un stratagème narratif qui aurait pu être vraiment intéressant et qui en plus est utilisé comme un objet de communication du film, c'est que la petite fille récupère dans le magasin une sorte de poste de radio à l'effigie du restaurant qui tout d'un coup, évidemment, une fois qu'elle est chez elle, se met à l'appeler. Il y avait vraiment de quoi faire un truc avec ça. C'est vrai que c'était vite. Il y avait vraiment quoi de... Et en fait, c'est ça que fait le film, c'est que tout le temps, ils disent, bon, on va leur mettre un peu de ça, on va leur mettre un peu de ça. En fait, et moi, ce que j'aime dans les films d'horreur, c'est qu'on prend un morceau et on dit, lui, on va appuyer jusqu'à ce que tu flippes. Et moi, j'ai pas le temps de flipper parce qu'à chaque fois, on passe à autre chose. C'est vrai que c'était un peu foutraque. Et d'ailleurs, c'est bien que je rebondis sur ta ref avec le projet Blair Witch parce que alors c'est sûrement un choix de la réal parce que aussi bien dans le 1 dans le 2, le canal vidéosurveillance est pas tant exploité que ça, et peut-être ça a été fait sciemment pour éviter de tomber dans le found footage, donc ce style de film que tu évoques où tout passe par
style en gros, on retrouve l'histoire, on retrouve les cassettes. Elle a Ouais. pas voulu tomber dessus, mais du coup, tous les canaux, c'est-à-dire la radio, les films, sont mis de côté alors que c'est l'essentiel du gameplay. Et ça, j'ai trouvé ça. Alors, c'est sûrement un parti pris que je trouve un peu dommage pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Jérémy, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'était. J'ai noté pas mal d'incohérences parce que, alors, par curiosité, je suis allé voir un petit peu sur le Allociné après avoir vu le film. Hein, j'ai jamais avant. Du coup, j'étais assez d'accord avec les spectateurs. Il y a 2-3 trucs que j'ai pas compris, comme les bruits de pas des machines qui sont vraiment très très fortes. On vous dit pour bien insister que elles sont très lourdes et très voilà. On se croirait dans la salle de cinéma. Je crois que même Jurassic Park, ils ont pas osé faire autant avec le T-Rex. Les bruits de pas de la machine. Il manquait le verre ok, d'eau, on a là. compris. Elle est très lourde. Elle fait beaucoup de bruit quand elle marche. Et pour autant, quand elle s'infiltre dans une maison, là, on n'entend plus rien et le personnage se retourne et bam, elle est sur lui, alors que normalement, on est censé l'entendre arriver à 3 km. Voilà, il y avait des petites incohérences, mais ça sert aussi à faire sursauter, je reviens là-dessus. Voilà, et puis tous les films sont bourrés d'incohérences, il n'y a pas de... Voilà. Mais le coup des pas super lourds des machines, ça m'a interpellé au long du film parce que c'est très, très, très utilisé. Alors moi, je dois reconnaître qu'à un moment, j'ai kiffé. Il y a eu 5-10 minutes où je suis rentré dedans très tardivement. C'est vers la fin, il y a une scène où les animatronics sortent en ville, en fait, et commencent à massacrer des gens. Et ben moi, bizarrement, c'est le seul moment où j'ai dit, OK, on est en film d'horreur série B. Ouais. C'est le seul moment, en gros, ils vont trucider des gens. Ouais. Et c'est le seul moment où j'ai souscrit. C'est le seul moment où je dis, en Bah fait, allons-y, Allons-y. quoi. C'est ça. Je demandais pas, après ce film qui se cherche pendant 1 heure, en Oui. mode ils vont sortir, ils vont pas sortir, ma petite sœur est coincée dedans, elle s'est enfuie, où est-ce qu'elle est? Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça qui prend pas. Et puis à un moment, enfin, on souscrit à la bonne formule d'horreur. C'est un monstre qui tue des gens et on est à la limite du comique, quoi. Vraiment, ça a marché. Mais ça arrive à 20 minutes de la fin et ça dure 5 minutes. Bon, en plus, massacrer des gens, moi j'ai noté que le body count il est assez timide. Hein. On est à moins de 5 morts. Souvent, c'est sauvé in extremis. Enfin, moi j'étais un peu frustré parce que le premier était un peu plus gore. Le jeu est gore. Le jeu est vraiment flippant. D'ailleurs, il faut y jouer à l'occasion parce que c'est assez efficace, c'est assez tendu. Donc là, on a un body count très très timide. Avec le premier mort qui arrive, il faut attendre péniblement 30 minutes de film pour voir le premier mort. Donc moi je trouve ça assez sur le gore, c'est assez chiant. Et, Ouais, ça rejoint ce qu'Anthony disait, où finalement on veut faire un film d'horreur, mais on veut pas trop non plus se prendre des interdictions qui empêcheraient. C'est censé être un blockbuster et faire rentrer de l'argent. Donc je pense qu'il y a des grandes ambitions vu la promo et tout ça. Je pense qu'il y a des grandes ambitions en termes de nombre d'entrées et qui du coup peuvent expliquer ce genre et puis sans spoiler la fin, le film se termine pas, donc on sait qu'il y aura un 3e volet, un peu comme Matrix 2, quoi. On sait qu'on va y retourner. Et accessoirement, il y a aussi ce truc-là qui est de dire, mais en fait, et c'est là où finalement on essaye de faire rentrer une boule dans un trou carré et que ça marche pas, c'est que le film d'horreur, par essence, il doit être transgressif et on essaye d'en faire un produit commercial. Et ça, c'est, je dis pas que j'ai pas d'occurrence en tête. Parfois, ça peut marcher et même très bien marcher. Parce que je m'y connais pas assez en film d'horreur pour savoir exactement ce qui marche et ce qui marche pas. Mais là, pour le coup, c'est l'exemple type qui ne marche pas. C'est-à-dire que je sais pas qui je satisfais, en fait. À mon avis, je satisfais les gens qui n'ont pas le droit de le voir. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui vont aimer ce film sont des gosses de 8-9 ans qui vont le voir dans 6 mois sur les plateformes de streaming. C'est le problème de Blumhouse, c'est que faisant partie des fans de films de genre, on est toujours embêté quand ça devient mainstream. Et les grosses écuries comme ça, elles sont toujours en dilemme en disant est-ce que je satisfais le cinéma de genre, en même temps est-ce que je fais du pognon, parce que c'est aussi le sujet. Donc là, une franchise comme ça, qui en plus un jeu vidéo connu avec une certaine communauté très dense en termes de lore qui devient mainstream, c'est un peu tout le sujet. Et c'est souvent le problème, et c'est pour ça que souvent les adaptations de jeux au cinéma, ce sont des navets parce qu'ils ont toujours du mal. Cette passerelle est toujours compliquée. On l'a tellement vu. Rassure-moi, quand tu dis navet, tu parles pas de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Non, jamais, bien sûr. Souvent, c'est de la merde, en fait. Et donc, du coup, c'est un des médias qui a du mal à faire la passerelle. C'est très compliqué. Et du coup, et je suis d'accord avec toi, à la fin, elle est bâclée. Parce que, on a l'impression qu'elle est bâclée comme ma chronique d'aujourd'hui, j'ai l'impression. Et c'est pas qu'on nous sous-entend qu'il y a une suite, c'est qu'on nous la hurle.
Enfin, j'ai Ah oui, jamais vu bien sûr. une idée de trilogie aussi peu fine de ma putain de vie. La vache, bientôt il y a marqué venez pour le 3. Enfin, Ah, Non, c'était, mais on était à 2 doigts. Limite, ils ont affiché le QR code pour réserver les places. moi j'ai pris un fou C'était rire. gênant. J'avoue, j'ai pris un fou rire. J'ai dit non, mais j'en ai vu des trucs lourds, mais là, Oui, d'ailleurs, c'est le seul moment, parce que on a vu le film ensemble, c'est quand même ça aussi le concept du Pambagna Social Club, et je t'ai vu prendre des notes religieusement pendant tout le film, et le seul moment où j'ai vu un semblant de révolte chez toi, c'est le moment où on nous annonce que c'est pas terminé. En fait. c'est Bah, d'ailleurs, la série de jeux vidéo, elle est longue. Il y a au moins 5, 6, voire Ouais, plus. 6, ouais. Du coup, peut-être que voilà, ils espèrent aller à faire autant d'épisodes du film. Mais je cherche pas, à rattraper la sauce, mais moi je suis sorti moins déçu que je pensais, parce que comme je t'ai dit, j'ai vraiment été très déçu par le premier. oui, je comprends. Alors, si tu rajoutes à ça que je suis tellement à l'ouest que Five Nights at Freddy's, je pensais que ça avait vraiment un lien à voir avec les Griffes de la Nuit. Je pensais que c'était genre comme les aliens, tu vois, je pensais que c'était une énième exploitation d'un classique des années 80-90. Donc déjà, le temps que j'atterrisse de ça. Mais du coup, je m'attendais vraiment au pire pour le second, et j'ai été, entre guillemets, comme on dirait en Suisse, j'ai été déçu en bien. C'est-à-dire que je suis sorti en me disant, c'était horrible, Pas au mais pire. pas autant que je pensais. Moi, pour conclure, je suis d'accord avec Jérémy. Je pense qu'en fait, alors, je sais pas si c'est une volonté de faire un hommage aux années 80, car le jeu en soi Il y a un peu de ça. était un hommage des années 80, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on a eu comme jumpscare. Enfin, il y avait plus de jumpscare que de morts. Et en 2025, bientôt 2026, je pensais que c'était notamment interdit dans les films de genre. Mais là, alors, c'était peut-être un parti pris, mais trop. Alors, c'est vrai que des fois, comme on a un système nerveux qui réagit bien, on sursaute parce que n'importe où. Oui, il y a le volume. Je te secoue quand tu attends pas, tu vas Ouais. sursauter. Mais la vache, il n'y en a pas 15, c'est compliqué là, à ce niveau-là. Donc beaucoup de longueur, entrecoupé de jumpscare. Malheureusement, c'est un peu ma conclusion du film. Et j'ai pas super kiffé. Et d'ailleurs, en sortant de ça, je me suis carrément directement excusé. Il m'a dit non, mais c'est ok. On s'attendait à pire. Je fais bon, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais j'ai quand même, c'était pas cool quoi comme film. Bah maintenant, on a acheté le matos, on va faire le podcast. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup, parce que c'est aussi ça le concept, c'est d'aller voir, d'aller écouter, d'aller lire des œuvres qu'on n'aurait pas forcément écoutées. Et comme je vous l'ai dit, moi je me rappelle que je vous ai dit, choisissez-vous le film, les gars, parce que moi je sais que ça va finir en film France Inter, et il se trouve que les films France Inter, France Culture, je vais les voir tout seul déjà, donc c'est pas la peine de vous ramener. Et en l'occurrence, ouais, c'était une belle découverte. Moi, je sais que je vais déjà le voir une deuxième fois, puisqu'il y a quelqu'un dans mon foyer du coup qui attend de pied ferme la VOD, et donc on le regardera à nouveau Pour ensemble. Halloween. Et voilà. Et je sais qu'il va kiffer d'avance. Ouais, Parce voilà. qu'il a commencé à me questionner, je n'ai pas spoilé et tout, mais voilà. Et C'est- je sais qu'il va prendre son pied. C'est le public cible en même temps. Ouais, et puis peut-être que toi, à la revoyure, tu vas dire, bah finalement, c'est Ah bon ben, pour vous, les de gars. toute façon, j'ai assez apprécié pour accepter de le revoir une deuxième fois. Et sobre. Ce n'est pas Ok, une torture. bah, si vous le voulez bien, on va passer. Marc, tu avais encore un truc à dire sur. Non, c'est bon pour moi. On va passer à la partie un disque récent, et en même temps un disque qui parle à notre jeunesse. Et j'ai eu l'occasion de découvrir que. Qu'on était vieux. Voilà, déjà, non, mais ça, je le savais déjà. Et que. Et accessoirement, que les Cranberries, Feu les Cranberries, publiaient leur mythique. Enfin. On va en reparler. En tout cas, leur passage à l'émission mythique du MTV Unplugged, donc, est sorti il y a quelques semaines. Le MTV Unplugged des Cranberries, enregistré dans les années 1990. Jérémy ou Marc, qui veut commencer? Vas-y, Marc, à toi. Non, alors moi, je comprenais pas comment un unplug de 95 sortait en 2025, donc ça, quand même, donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait ChatGPT qui m'a expliqué. Et en gros, d'après ce que, donc en fait, ça a bien été enregistré en 1995 après les deux premiers albums, donc le premier qui était Everything Else Is Doing It, Why Can't We, sorti en 93, et notamment avec le tube Linger qu'ils a fait connaître aux États-Unis plutôt qu'en Europe, et le second album, donc du coup No Need to Argue en 1994 avec le fameux titre Zombie qui pour le coup ils a fait connaître en France. Donc je dirais quand même c'est pas une critique, mais un petit unplug qui arrive finalement tôt dans leur parcours, hein, dès le deuxième album parce que ça a cartonné, et qui a été enregistré mais uniquement disponible à l'occasion du coffret anniversaire des 30 ans de l'album No Need to Argue qui est sorti en juin 2025 et qui a été en rupture de stock immédiate devant l'engouement. Donc la maison de disques a dit on en fait une sortie indépendante, et donc du coup fin d'année novembre 2025 vient ce MTV Unplugged. Je sens que ça se bouscule pour donner son avis, Jérémy. Ah alors Marc, il y a plusieurs choses à dire. C'est que, alors, moi je pense que ça sort mais pas au bon moment.
Mais en fait, j'y reviendrai, mais on est typiquement dans le trésor exhumé pour faire vivre un catalogue, en fait. Je pense que c'est ça. MTV Unplugged, pour nous autres quadragénaires, c'est quelque chose d'énorme. Enfin, MTV, les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre ce que c'est MTV, parce que maintenant, il y a Internet, on voit son groupe partout, dès qu'on en a envie, dans le bus, sur son téléphone. Voilà, donc il y a, déjà MTV, c'était un truc énorme. Je me rappelle parce qu'il se trouve que c'était diffusé sur la télé de la cafétéria du lycée. Et du coup, il y avait tous les groupes qui passaient. Et c'était un peu... Voilà, en France, il y avait M6 qui diffusait des clips. Et en chaîne gratuite, je veux dire. Et après, voilà, de suite, c'était de la télé payante, des chaînes spécialisées, dont MTV, qui était déjà mythique outre-Manche, outre-Atlantique. Mais, alors... du coup, comme tu disais, c'est vrai, et ils font le MTV Unplugged qui, je pense, si il faudrait regarder la liste des gens qui ont fait le MTV Unplugged, mais je pense que c'était des groupes très établis qui faisaient le MTV Unplugged. Donc, la chaîne est mythique. Et c'est une émission qui est mythique dans une chaîne qui est par ailleurs mythique. Effectivement, pourquoi au deuxième album ils font ce truc-là, ils explosent complètement avec Zombie, mais ils ont encore quand même une carrière assez longue qui les attend derrière. C'est un peu bizarre. Je pense que voilà, si on compare avec Nirvana, ils ne pouvaient pas anticiper le suicide de Kurt Cobain, mais il se trouve que c'est à la fin de leur carrière que Nirvana... Enfin, je pense que Nirvana est bien plus établi que Cranberries au moment où ils font leur unplug. C'est ça. Voilà, Trésor exhumé, j'y crois pas trop. J'entendais l'anecdote, là, ils ont sorti cette semaine un Trésor exhumé de, en fait, Johnny Hallyday et Michel Berger, parce que Michel Berger avait écrit au moins 1, voire 2 albums pour Johnny Hallyday. Et ils ont retrouvé une chanson où carrément ils chantent en duo qui date de l'époque de l'enregistrement de cet album. Et je sais plus si c'est Philippe Manœuvre ou je sais pas qui parlait de ça à la radio. En fait, il disait non, en fait, ça, on vous parle de trésor exhumé, mais sachez qu'à 99,9% des cas, c'est pas un trésor exhumé, c'est une chanson qu'ils ont trouvée mauvaise et qu'ils ont écartée à l'époque. Et seulement, voilà, pareil, 30 ans plus tard, on n'a plus rien à sortir. À dire, bah, du coup, elle est pas top, mais bon, maintenant qu'on n'a plus rien à sortir. Et en plus, le fait de. Ça ajoute un truc à la légende, quoi. C'est pas on vous sort ça quand vous avez pas donné, c'est non, là on a trouvé un truc, c'est limite c'est une relique là qu'on vous sert. Voilà. Je pense que les fans connaissaient déjà, l'avaient déjà téléchargé sur Napster à l'époque. Napster, voilà. mon Dieu. Mais c'est bien que tu parles du MTV Unplugged de Nirvana, qui est quand même sans doute, hein, je veux froisser personne, mais qui est quand même le MTV Unplugged le plus célèbre, le parce plus culte, qu'il a été vraiment, c'est un succès commercial énorme en CD en fait. Et désolé on va dire que je ramène tout à ça, mais en ayant grandi à la campagne, n'ayant pas le câble et donc n'ayant pas MTV, si tu veux, le fait d'avoir accès à cet enregistrement en CD est vraiment hyper précieux pour quelqu'un qui n'a pas MTV, à une époque où il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas d'endroit où regarder les programmes. Je veux dire, il faut se remettre avant Internet. Donc voilà, dans Télé 7 jours, ne te documentais pas toute la grille de MTV. Donc je veux dire, il y avait ce côté hyper précieux. Et en l'occurrence, je pense qu'avec le succès de Zombie, etc., les Cranberries deviennent un groupe planétaire. Et c'est un peu le passage, est-ce qu'il nous ferait pas un petit MTV? On branche le truc. Moi, là où j'ai une question, mais je vais m'arrêter là. Si tu veux, le passage de Nirvana en Unplugged a quand même un intérêt pour montrer les qualités de songwriting de Cobain, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, on découvre que même si tu enlèves la pédale de distorsion, il se passe quelque chose. C'est des chansons hyper écrites, quoi qu'on en dise. Les puristes diront, ouais, Kurt Cobain, c'est peut-être pas le plus grand guitariste du monde. Par contre, c'est un sacré songwriter. Et là, si tu veux, le passage à l'Unplugged et les Cranberries, il est beaucoup moins tranché parce que c'est quand même d'abord un groupe de guitare plutôt acoustique, même s'il y a de la saturation sur Zombie, etc. Le déménagement est moins grand, en fait. Et quand tu écoutes ça, au-delà du fait que tu écoutes une version live, les écarts avec la version originale sont pas toujours faramineux, à part sur Zombie notamment, il y a un très bel arrangement de cordes. Moi, j'avais très peur de Zombie, justement, en me disant non, mais ça va être horrible. Et en fait, c'est encore une fois, je suis déçu en bien parce que ce qui m'effrayait, l'arrangement de cordes de Zombie, il donne une justification là. Je trouve que, d'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, si l'arrangement était plus travaillé sur ce morceau-là. Mais c'est vrai que pour le coup, là, en intro, on vous a mis un morceau de Ode to My Family. Je vous cache pas que je me veux pas assez de mal pour réécouter les versions studio et unplugged pour les comparer, mais je suis pas sûr que le passage en unplugged était transcendant, c'est-à-dire on n'en avait pas forcément besoin. Moi, je pense que le principal problème, c'est pas tant que ils faisaient de l'acoustique et ils refont de l'acoustique, parce que moi, je suis un fan de l'MTV Unplugged d'Alanis Morissette, qui pour le coup est hyper bien exécuté, on reste dans l'acoustique. Je pense simplement que je pense qu'il est venu trop tôt, cet Unplugged, parce qu'il
il est mauvais. Pardon, je sais pas comment dire autrement, mais la différence entre Nirvana et celui-là, il est culte, ce Nirvana, parce qu'il est excellent aussi. En termes de qualité, c'est un super MTV Unplugged, quoi. Il est incroyable en termes d'interprétation. Et t'oublies que Nirvana, il profite de l'MTV Unplugged pour faire des covers de Eddie Ledbetter, de David Bowie, mais aussi de groupes inconnus comme les Vaselines. Ouais. Tu vois, c'est aussi un moment où Nirvana dit on va vous raconter notre histoire, notre rapport à la musique. Ah non, voilà, il est incroyable. Là, pour le coup, et je pense que c'est pas un trésor exhumé, c'était un truc bien caché sous le tapis, parce qu'il était vraiment pas vraiment top et qu'il se bon, il y a une fanbase, il y a moyen de faire de l'argent. Je suis peut-être un peu cynique, désolé, mais vraiment, le truc, il est vraiment compliqué. Zombie, il passe, mais Linger, c'est un massacre, quoi. Oui, je suis d'accord. Je pensais pas. Alors, bien sûr, je suis pas musicien, je suis pas écrivain, je suis pas réalisateur, donc Comme on dit, on parle du haut de notre incompétence. Comme je fais rien dans ma vie, ça me permet de faire comme ceux qui font rien dans leur vie, c'est-à-dire critiquer. Néanmoins, je pensais pas qu'elle chantait aussi mal, honnêtement, parce que là, quand j'écoute les albums, quand tu écoutes Linger en studio, ça passe nickel, et quand elle est en live, c'est la note, elle arrive pas en fait. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est un peu dissonant? Il y a un peu des deux, je crois. Elle a pas ni la technique. Le vibrato, tu parles là? Non, je parle de la note. La note, elle la tient pas. Je pense qu'elle a pas la technique vocale de tenir la note. Enfin, du moins dans cet album-là. Enfin, je sais pas. C'est vrai que moi, quand je l'écoute, désolé, je l'ai pas mal écouté pour cette émission, j'ai eu un sentiment, et là, encore une fois, peu importe qu'on parle tous du haut de notre incompétence, c'est pas la question. Peu importe que ce soit voulu ou pas, moi, j'ai un sentiment de malaise aussi. J'ai l'impression que toutes les balles sont pas dans le terrain. Alors, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai repris tous les albums live plus tard pour dire peut-être qu'elle arrive trop tôt et qu'elle n'était pas. Non. Et j'ai pris tous les Linger live d'après. Mais il n'y a pas un qui est dedans, en fait. C'est pas un groupe qui est transcendant en live. Ah ouais, c'est chaud parce que il dit ça, il les a vus plein de fois. Ah oui, en plus. 3 fois. Ah bah voilà, donc tu sais bien. Tu étais là aux arènes de Cimier en 99? Non. Nous, on était là, mon pote. Bravo. Ça s'est fini sous la pluie. Et moi, comme j'étais pas là, je fais bon, allez, je reprends mon Spotify, je regarde les autres Linger live, ce que ça donne, et après, elle arrête de faire. Alors après, simple, après, elle fait changer le public. C'est le public qui chante les refrains. Moi, elle est pas emmerdée, elle dit allez à vous. Et c'est eux qui font la note comme ils peuvent. Jean-Michel Parce à que vous. comme c'est leur grand tube, surtout aux États-Unis, c'est le tube à fond US, et elle a même pu aller faire la note puisque c'est le public qui chante. Mais je dis donc j'ai pas pu vraiment comparer sur peut-être plus de maturité vocale ou technique, tu vois. Mais moi, c'est un mystère justement ça. Parce que pour moi, c'est une grande chanteuse sur les disques. J'ai lu qu'elle a grandi en écoutant de la musique grégorienne à la maison et tout, et du coup, enfin voilà, quand tu commences dans le rock depuis l'Irlande, en ayant écouté toute ta jeunesse des chants grégoriens, t'as quand même un bagage qui peut être intéressant si tu veux. Et puis t'as Bono un peu en angle de mire dans ta jeunesse. Enfin, t'as des gens qui ont commencé à chanter un peu comme des casseroles et qui avec le temps ont pris des cours. Bono, tu vois la différence entre le début et la fin. Enfin, et là, elle, pas du tout. Elle s'est pas musclée techniquement. Elle a pu prendre des cours de chant peut-être. Je sais pas. Moi, je suis pas un expert non plus au vocal, quoi. Mais En tout cas, c'est vrai que c'est une déception vocale. C'est-à-dire que moi, je mets cet unplug de là en me disant Dolores O'Riordan, c'est quand même la chanteuse des Cranberries, c'est une dinguerie. La plus grosse déception, elle est sur les voix. Ça, c'est sûr et certain. Elle passe beaucoup en force, c'est pas très intéressant, ça c'est certain. Ben moi, puis je l'écoutais avec des écouteurs, c'était pas une bonne idée, j'ai envie de dire, parce que je me suis mis bien dans les écouteurs et je fais moi je me suis même enlevé, je fais merde, ça a démystifié mon image des Cranberries. Alors je sais pas si c'était une bonne idée, tu vois, je dis merde, j'avais pas ça en tête. Et quand tu écoutes l'album studio, tu fais bon, ok, on sent qu'ils ont bien travaillé pour, je sais pas. Ouais, je pense. Hein. Après, je pense aussi que là, il y a un coup de vieux qui est pris parce que je me demande si, depuis les années 90, désolé de vous rappeler ça, mais depuis une petite trentaine d'années, si aussi il n'y a pas eu, avec la disparition du CD, etc., en fait, les groupes pour vivre sont des groupes de scène. Et que finalement, la scène est devenue l'enjeu crucial, alors qu'avant, c'était peut-être plus le studio. Et qu'aujourd'hui, les groupes en live, ils sont peut-être plus carrés. Alors, soit parce qu'ils ont aussi plus d'effets sonores, du clic, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais qu'il y a aussi un peu... Alors, je cherche pas à rattraper l'album. Je trouve qu'il a un charme, c'est qu'il a une sorte de côté juvénile, naïf, quoi. Tu vois, on dirait un peu... on dirait que... Je vais sortir une phrase complètement what the fuck, mais Mitterrand, il disait ça vers la fin de sa vie. Il disait « Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des économistes ou des comptables ou je sais pas. » Mais je me demande si ce n'est pas les derniers concerts avant qu'on passe à Live Nation et tout le monde qui joue avec les oreillettes. Et je sais pas. Ou, tu sais, quand tu vas avoir des concerts, que
Enfin, des fois, tu vois des concerts, c'est splendide et tout, mais tu sais pas ce qui est joué par la machine ou par le guitariste. Tu vois, tu t'en prends tellement plein la poire que tu vois ce que je veux dire. Le chanteur, il chante, mais il est en même temps doublé par la fin des artisans, quoi. Ouais, il y avait un côté il y a un côté artisanal sur cet album qui c'est pas grand chose, mais qui permet de dire voilà où on en était à cette époque-là. Je vois ce que tu veux dire, mais là où je suis peut-être pas d'accord, c'est que les Cranberries, la promesse, elle est sur l'avocat de la chanteuse. Merci. Et parce qu'on était tous les deux, la première réaction de Marc par messagerie instantanée quand on lui a envoyé l'album, c'est de dire mais il n'y a pas la chanson Promises qui est ma chanson préférée. Il y avait une très bonne raison à cela. C'est que c'était enregistré avant l'album. Exactement. Et c'est aussi c'est marrant parce que ils ont quand même 2 albums à leur actif, donc avec au moins 2 ou 3 tubes planétaires si tu mets Zombie, Linger et Ode to My Family. Oui. Donc c'est pas non plus des perdreaux de l'année. Non, Parce non. que même si après ils se sont encore professionnalisés, tu vois, c'est pas, ils nous ont pas déniché un enregistrement dans leur garage, quoi. Ils nous ont quand même enregistré un MTV Unplugged. Donc ils sont déjà au firmament, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des groupes qui ont une autre promesse. Les Red Hot, c'est pas le chant, c'est l'énergie. Un mec comme Renaud, tu vas pas pour le chant. Mais quand même, quand tu écoutes l'album studio et Zombie de Cranberries, il y a la promesse vocale et la déception, elle est là. C'est que c'est pas tant que c'est fait à l'arrache, GarageBand, tout, c'est que la principale promesse qu'on attend d'un morceau du Cranberries Live, c'est la performance qu'on pense vocale de la chanteuse qui est pas au rendez-vous, puisqu'il y a d'autres groupes qui vont t'envoyer, je pense aux Red Hot, je pense à des groupes de vieux donc qu'on a tous en tête, ou les Smashing Pumpkins, où c'est pas tant là, même si la performance, c'est autre chose, et donc si tu le retrouves, ça va. Et tu vois, moi j'étais allé voir un Red Hot à Nice où l'énergie était pas là, où c'était la première partie qui avait envoyé du bois plus qu'eux, et hyper déçu, quoi. Garbage, merci. Ils avaient envoyé du bois, et eux, leur promesse, c'était l'énergie, elles y étaient pas. Mais quand t'attends une promesse, t'as un espèce de contrat moral entre un groupe, tu sais l'expertise qu'ils ont sur un sujet et tu l'as pas. Et pour moi, dans ma tête, bêtement, j'étais sûr que c'était une grande chanteuse. Mais Ouais, peut-être c'est moi qui, avec le temps de nostalgie, ai déformé quelque chose. Et la promesse n'a pas été tenue selon moi, peut-être que moi d'ailleurs. Et du coup, j'étais déçu, quoi. Après, si tu veux, là où je te rejoins, c'est que moi, je les ai vus une fois en concert au Jazz à Cimier, à la grande époque. Moi, j'ai pas souvenir d'une voix défaillante. J'ai souvenir d'un vrai mur du son, guitare électrique, ça envoie du lourd et tout, etc. Mais peut-être que là, ça se voyait moins. En l'occurrence, dans un unplugged où tu mets la voix en avant, où le gratteux, tu lui enlèves toutes ses pédales de disto et tu lui files une guitare folk, peut-être que le bas, il blesse un peu C'est plus. vrai qu'en unplugged, ça rate pas, quoi. C'est Ouais, de l'harmonique, c'est de l'harmonique, du vocal. Si tu l'as pas, l'unplugged est compliqué. Tu peux pas te cacher derrière la Ouais, saturation. c'est vrai, ça aussi. Et désolé d'en revenir à ça, mais si tu prends l'unplugged de Nirvana, c'est quand même, c'est quand même pas sans leur faire offense, on dit toujours que le seul musicien de Nirvana, c'est Dave Grohl. Je sais pas si c'est vrai, j'en sais rien, je m'en fiche, mais c'est pas la nuance, leur qualité, etc. Et pourtant, il y a quand même un truc qui fonctionne. C'est vrai. Et là, ça fonctionne pas. C'est vraiment ça qui me marque. Bon, moi, je l'ai écouté au casque, dans les transports, je l'ai écouté un peu sur enceinte en travaillant. Je me suis surpris à zapper un morceau, je crois que du coup, j'ai noté le titre, c'était I'm Still Remembering. Je sais pas si c'est parce que j'étais concentré sur une tâche, quoi, mais il y a un moment, j'ai dit, mais c'est quoi ce brouhaha? Je change. Voilà. Après, grosso modo, je pense que c'est un album un peu Madeleine de Proust. Moi, ça me fait ça. J'ai un rapport un peu nostalgique, très nostalgique avec la musique, d'une manière générale. Mais là, voilà, moi, quand j'entends les Cranberries, je suis dans les années 90, je suis au lycée, voilà. De ce point de vue-là, voilà, si vous avez envie de vous rappeler les années, machin, voilà. Bon, écoutez peut-être plutôt les albums studio en vrai, mais si vous avez entendu quelque chose que vous n'avez pas entendu forcément avant des Cranberries, vous pouvez l'écouter. Ouais. C'est quand même assez sympa en musique de fond. Moi, j'ai pas. Oui, mais on est quand même en fin de catalogue, clairement. Oui. La remarque du début est valable. Si vous êtes déjà fan des Cranberries, il y a des chances que vous allez aimer. Si vous êtes très fan, vous allez aimer. Vous allez être content de trouver un enregistrement. Si vous avez très fan, vous l'avez déjà. Tu l'as téléchargé il y a 20 ans sur Napster. Et puis, bon, ok. Là, c'est la version de l'avoir à la galette. Si vous connaissez pas les Cranberries, ne commencez surtout pas par ce Voilà. Ou alors tu vas dire elles sont super bien et tu vas te mettre dans ce sens-là que dans l'autre peut-être. Oui, mais c'est vrai que par exemple, j'en parlais avec Antoine, un copain qui lui est un gros fan de tous les styles de musique et pour le coup il me disait écoute le Unplugged des Corrs.
plus ou moins à la même période. Pareil, ouais. Tu peux trouver ça vachement moins rock'n'roll, mais l'exécution est... Avec une reprise de Jimi Hendrix, Little Wing, qui Ouais, et est de en mode R.E.M. corse, un aussi. peu guimauve, mais qui est super Ouais. sympa, qui a Non, son mais style. Ouais. c'est cheesy à souhait, mais au moins l'exécution, Non. elle est là, tu vois ce que je veux dire. Et Mais là, c'est conforme à leur style, il n'y a pas de trahison, entre guillemets, Ouais. technique, quoi. Voilà, mais non, je suis d'accord avec vous. C'est vrai. Bon Est-ce exemple. que vous voulez qu'on passe à la littérature? Oh oui. Jean Jaurès a eu ce courage, mettant son existence en jeu, car il était conscient du risque qu'il prenait. Il disait « Nous aurons la guerre dans 6 mois. Alors, je ne serai pas étonné d'être la première victime. Mais celui qui me tuera, je lui pardonne. Les coupables, ce seront ceux qui l'auront armé. » Alors, figurez-vous que trouver un extrait audio pour parler d'un bouquin, c'est pas si facile, parce que trouver un extrait de la bande-annonce du film, c'est facile, trouver un extrait d'une chanson, mais va trouver un extrait sonore pour parler du livre. En l'occurrence, aujourd'hui, Belle prouesse. on commence avec Les Morts de Raoul Villain d'Amos Reichmann, publié au Seuil. On va y revenir parce que c'est assez important. Il est publié pas dans n'importe quelle collection du Seuil, il est publié dans la librairie du 21e siècle. En même temps, j'ai envie d'expliquer pourquoi avant, et en même temps, je veux pas trop vous induire, mais en gros, c'est une collection qui a été créée par Maurice Hollander qui voulait, qui nous a quittés récemment, mais qui voulait notamment faire une collection à la croisée du roman, des sciences sociales, etc. Et c'est une collection qui publie des objets vraiment hybrides et vraiment très intéressants. Mais ça ne va pas manquer, je pense, de vous faire réagir. J'en dis un mot peut-être, comme tu as fait pour le film tout à l'heure. Je t'en prie. Amos Reichmann s'intéresse dans ce texte à la figure de l'assassin de Jaurès qui s'appelait Raoul Villain et qui a une vie pour le coup extrêmement romanesque, et il va nous montrer un peu l'angle mort de Jaurès, celui qui l'a tué, et c'est une sorte je veux pas trop dire de bêtises, mais à l'heure qu'il est, c'est déjà beaucoup trop tard, donc pourquoi pas. C'est une sorte de biographie de Raoul Villain, un homme assez peu connu de l'histoire qui n'a laissé dans l'histoire justement que le triste sobriquet de l'assassin de Jaurès, et il essaie de nous expliquer qui il était avant d'assassiner Jaurès et qui il était après. Est-ce que tu veux nous en parler, Marc? Oui. Cache pas ta joie, surtout. Non, je vais laisser peut-être Jérémy commencer. Je vais me greffer. Je préfère me greffer et rebondir plutôt, si ça vous dérange pas. Ok, alors moi, comme introduction, j'avais rappelé, je suis pas un gros lecteur. Je vais lire à peu près 3 à 4 livres par an. Et on a prévu de faire plus de numéros que ça, tu sais, pour le... Ouais, donc, non, mais faire un c'est une effort. très bonne... voilà, ça va me faire lire plus que ce que je lis. Sinon, t'es puni comme Maurice. Tu n'es pas avec nous si tu lis pas. Exactement. Et donc, l'intro, très bien. Super intro. Moi, je suis passé les premières pages. Oui, alors, on va faire sans spoil, hein, mais bon, c'est l'intro. Donc, voilà. Non, mais tu peux dire qui tue Jaurès, il n'y a aucun suspect Voilà. là-dessus. Allez, voilà. Donc l'intro très très bien, il plante vraiment le décor, les îles rocailleuses, Ibiza, proche d'Ibiza. Moi je me suis dit super, mais où est-ce qu'il nous emmène, de quoi il fait planer direct un mystère et tout. Là j'étais bien dedans. Et puis à un moment ça s'étale et donc on commence par l'enfance de Raoul Villain, tout ça. Je me dis pas mal. Pareil, je peux spoiler, c'est le début du livre. Donc voilà, sa mère elle est malade, plutôt atteinte de quelque chose, d'une forme de schizophrénie ou de folie, c'est intéressant. Voilà, et ça s'étire en longueur. Et alors moi, même si on est au début du livre, on se balade entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire, parce que c'est un peu le décor, c'est plutôt la partie de la fin de sa vie qu'on va raconter. Le décor qui est décrit au début du livre, c'est plutôt le décor dans lequel il a vécu à la fin de sa vie. Donc, et il le dit directement, hein, il fait pas secret de ça. Donc c'est pas mal parce que voilà, on sent qu'il nous met un point géographique, un point de départ où il nous rencontre l'enfance. En gros, très rapidement, on se dit bah, ok, là il nous parle d'une île, Ibiza en l'occurrence, et puis on part dans la campagne. Quelle région de France? Je me rappelle plus. Nord-Est? Ou peut-être bien. C'était Reims, non, en l'occurrence, voilà, Ouais, la région de Reims. Et on se dit, bah, ok, on est au début du XXe siècle, comment un mec qui naît vers Reims, il va pouvoir mourir à Ibiza? Forcément, il y a toute une aventure extraordinaire qui va se passer. Voilà.
Et puis moi, il y a un moment où, je sais pas, il y a un effet où on part dans une sorte de faille spatio-temporelle. Là, ça va s'étirer. On va rester longtemps sur des passages qui, moi, m'ont paru pas très intéressants, où j'ai pas forcément trouvé là où il voulait en venir. On y reviendra. Sans spoiler le livre, il est quand même beaucoup question de gens qui entendent des voix, que ce soit Raoul Villain, que ce soit sa mère. On va parler pendant des pages et des pages de Jeanne d'Arc. J'ai compris. Jeanne d'Arc aussi, elle entendait des voix. Voilà. Alors en même temps, c'est pas tout à fait dit comme ça, mais on insiste énormément sur Jeanne d'Arc. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Et ouais, c'est aussi une personne qui a, à un moment donné de sa vie, entendu des voix. Voilà. Pour vous donner l'exemple, ça a été dur pour moi de le lire. Et quand j'arrive pas à avancer dans un livre, il y a un truc qui me sauve. Alors, je voyage pas beaucoup, mais il se trouvait que j'avais un week-end où je prenais l'avion aller-retour à Paris. J'ai dit, super, l'aéroport, il faut attendre à plein d'endroits. Dans l'avion, on est coincé, on a un peu rien à faire. Bon, je prends le livre. Mais j'ai eu un mal de chien à progresser, même dans l'avion où j'avais un peu que ça à faire. Donc, je trouve que, et je pense que c'est une divergence qu'on a avec Marc, on va voir peut-être, mais je trouve que c'est une histoire, c'est une vie dans laquelle il y avait beaucoup de choses à raconter. Mais moi, c'est la manière dont c'est raconté qui parfois m'embrouille un petit peu. Voilà. Non, moi, je suis d'accord sur le fait que la manière de raconter est un peu bizarre. D'ailleurs, un de ces chapitres s'appelle Le labyrinthe des causes perdues. Je crois que lui-même, il s'est paumé dans son truc, parce qu'en fait, des fois, l'arc narratif est un peu foutraque, où en effet, les timelines, on passe de Reims, on va à Ibiza. Du coup, moi, j'ai l'impression... Excuse-moi, je te coupe, mais pour être bien sûr qu'on ait lu le même livre, il m'a semblé qu'il y avait des moments où on peut être pendant 4 pages au début du XXe siècle, et en 2 phrases, on bascule à l'époque contemporaine, pour après, sans aucun warning, sans rien, on repasse. Enfin, il y a des sortes d'effets de flashback comme ça, mais qui sont... Alors, peut-être parce que je lis pas assez. Non, il a fait un délire sur... Il prend un quartier, c'est devenu un kebab, une agence immobilière, MDR, en plus, ça s'appelle l'agence immobilière Jean Jaurès, tu vois, il était un peu dans ce délire de... Mais du coup... on sent que je pense que le monsieur est ambassadeur, donc je pense que c'est pas un écrivain, c'est un écrivain, mais je sais pas s'il a une technique, ou alors il manque de technique, ou alors il s'est un peu perdu lui-même dans son sujet, ou alors c'est voulu, parce que s'il appelle labyrinthe, c'est que lui-même il a dit en gros, on va aller, on va naviguer à vue, démerdez-vous dans le sujet. Mais en effet, moi, j'ai noté que même si on n'est pas d'accord sur un point, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça s'enchaîne de manière un peu bordélique. La timeline, l'arc narratif, je l'ai pas. Alors, je dis pas qu'il fallait faire naissance, mort, meurtre scolaire, etc. Mais des fois, je lisais et je fais merde, j'ai pas compris où on en est, parce que des fois, il fait des allers-retours très très rapides et ça manque des fois peut-être de paragraphes d'enchaînement où il nous perd. Moi, il m'a perdu quelques fois en effet. Moi, je pense que la structure de ce livre, après m'être beaucoup posé la question aussi, déjà, effectivement, il refuse, un peu comme quand on faisait les commentaires composés, il y a le plan linéaire, il le refuse catégoriquement. Ça peut être très intéressant. On peut le dire, c'est un refus catégorique de faire un plan linéaire, alors que l'histoire est elle-même, elle s'y prêterait particulièrement. Mais il y a un refus de la facilité de ce point de vue-là. Et du fait, je suis d'accord que c'est un livre qui est éminemment complexe. Alors que je l'ai choisi a priori parce que j'en étais aux premières pages. On parle de faire le Pambagna Social Club. Je suis aux premières pages. C'est pas un livre très long. Je me dis, banco, c'est parfait. Et effectivement, en fait, en le lisant, parce qu'avant de vous le passer, il fallait que je finisse ma propre lecture, je me rends compte que c'est un livre qui est faussement court parce qu'il est très dense. Et on en parlait, des fois, tu relis des paragraphes parce qu'ils sont chargés d'infos et parfois, ils sont chargés d'infos qui sont disséminées sur plusieurs époques. L'exemple que tu as pris tout à l'heure avec le kebab, le truc d'assurance, etc. Il y a un vrai jeu de mettre à plat tout le relief historique, il est à plat et ça peut donner des super effets. Moi, j'aime bien quand il fait ça. Il y a des moments où il explique ceci, cela. Et il y a des moments où j'aurais voulu plus de romanesque. Ça, je le reconnais. Et surtout, c'est un livre qui est en spirale. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la scène où Villain est assassiné à Ibiza, elle revient plusieurs fois dans le livre. La scène où il tue Jaurès, elle revient plusieurs fois dans le livre. La scène où, de son enfance, où il y a la statue de Jeanne d'Arc, elle revient plusieurs fois. Et en fait, moi, il y a un moment, j'ai eu une frustration de me dire, il y avait un truc Netflix à faire. C'est très péjoratif, je le dis volontairement, parce que je pense que c'est l'anti-projet de Reichmann, en fait. Si tu veux, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a un moment où il finit un chapitre en disant « mais ce n'est pas ce qu'il dira » ou il expliquera pas tout ça au procureur. Moi, j'attendais la scène du procureur, enfin la scène du bureau du juge.
en disant mais vous venez d'assassiner un des hommes les plus célèbres de la politique française. Et je trouve ça hyper intéressant. Parce que, bon, désolé, je vais enfoncer une porte ouverte, mais j'ai trouvé qu'il y avait des échos contemporains super intéressants dans ce livre. C'est vrai. Avec ce côté, les va en guerre, enfin, désolé, il se trouve que je ne suis pas l'actualité de très près et je la comprends encore moins, mais j'ai trouvé que l'écho avec ceux qui disent il faut faire la guerre et ceux qui disent il faut tout faire pour ne pas faire la guerre, je trouvais qu'il y avait un vrai écho intéressant à faire. Mais je dois reconnaître que c'est un livre qui est beaucoup plus ardu qu'il n'y paraît. Bah, l'écho contemporain, il est notamment intéressant. Là, ça m'a beaucoup plu sur quelque chose qui est malheureusement d'actualité, sur le procès médiatique. Là où lui, il est acquitté dans son procès, il est condamné sur le plan médiatique, l'opinion. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore maintenant. Et ça, c'était hyper intéressant de l'évoquer, je trouve aussi. Ouais, il y a des vrais points hyper intéressants. Mais encore une fois, moi aussi, il y a des moments, j'ai dû m'accrocher vraiment. Alors qu'il y a d'autres moments, c'est hyper fluide, etc. Je pense que c'est un livre qui est éminemment complexe. Et je suis à la fois très content parce que c'est ça que j'aime dans le Pambagna Social Club, c'est qu'on peut mettre ça et Five Nights at Freddy's dans la même émission. Pour le coup, je trouvais que Le Grand Écart, il est digne de Jean-Claude Van Damme dans Full Contact. Ce que je trouvais bizarre, c'est que j'avais l'impression des fois qu'il se cherchait parce que finalement, Raoul Villain, il passe en procès. Du coup, le procès, il s'en sert à un moment donné comme style narratif, parce qu'il aurait pu s'en servir pour dire, parce que dans un procès, on retrace la vie du coupable. Oui, il y avait une belle scène de procès à faire aussi. Voilà, mais du coup, se servir de cette méthodologie narrative du procès où sont balayées la vie, et il s'en sert sans s'en servir. Des fois, c'est un peu... donc, il va jouer la carte du procès, donc je m'appuie sur les éléments, parce qu'à priori, je pense, sont les seuls éléments factuels qu'il a en sa possession. Donc le mec a pas grand chose sur Raoul Villain, et il va un peu jouer là-dessus, puis hop, il repart. Alors, soit c'est voulu, il a dit je suis un peu en freestyle narratif, soit il se cherchait. J'ai du mal à voir un peu, à mettre à sa place. Peut-être pas se lui demander à l'occasion. Le personnage est insaisissable, complètement insaisissable, et moi j'ai compris à la moitié du livre que j'en saurais pas beaucoup plus sur ce qui se passe dans la tête de Raoul Villain. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce qui se passe dans la tête de Raoul Villain, et ça, c'est intéressant. Et du coup, j'ai l'impression que le roman est aussi dans cette forme d'insaisissable et transmis un peu au roman. Et même si, voilà, il y a des super passages, il y a des choses que j'ai adorées. Quand on le suit, qu'il monte à la capitale, qu'il est logé à droite, à gauche, on a l'impression d'un peu d'être des enquêteurs avec 2-3 jours de retard sur lui et de le suivre et de passer par les endroits où il est passé. J'aurais aimé, mais je pense que c'est pas possible parce que personne n'a pu savoir ce que Raoul Villain avait vraiment dans la tête. Il essaye pas de deviner, je trouve. C'est peut-être pas plus mal, en fait. Moi, j'attendais de savoir ça. Mais forcément, c'était perdu d'avance de savoir ce que Raoul Villain avait dans la tête. Et lui, il tombe pas dans l'écueil, parce que je pense que ça aurait pu être un écueil, d'essayer de nous expliquer ce que Raoul Villain avait dans la tête. Et pour le coup, il raconte, j'imagine, mon interprétation, c'est qu'il raconte beaucoup l'époque, plus qu'il raconte Raoul Villain, ce qui est intéressant. Et moi, ce qui m'a ému quand même, c'est que c'est quand même l'histoire d'une succession d'échecs. C'est-à-dire que Villain, c'est quand même quelqu'un qui va tout rater. La seule chose qui va réussir, c'est ce qui va le condamner à l'infamie, en fait. Et c'est-à-dire qu'à un moment, il le dit très bien. J'ai bien aimé le moment où il disait, même à se faire encabaner, il va échouer, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où il va aller en zonzon, et en fait, on le gracie, quoi. Il va échapper à la guerre quand même. Oui, bien sûr, mais en fait, c'est quand même. Je trouvais que c'est presque beau, cette succession d'échecs, ça en devient presque émouvant à un moment. Et je suis d'accord avec toi sur le côté insaisissable, et ça, c'est le côté un peu déséquilibré. C'est que d'un côté, on va aller apprendre des trucs hyper loin jusqu'à dans sa sexualité. Mais on referme le livre en se disant, mais c'était qui ce mec? La seule chose qu'on sait, qui est quand même pas, qui pour le coup est vraiment réussi dans le livre, c'est qu'on était face à un destin au sens premier du terme, extraordinaire. Et presque ce vieillard sur une île dont il y a un truc vraiment, on dit qu'il a fait des choses graves. Enfin, pour le coup, il y a quand même des éléments romanesques, mais je pense que c'est la sensation que j'ai avec Amos Reichmann, c'est qu'il y a plusieurs fois, il refuse certaines facilités. Et moi, en tant que lecteur, des fois, j'aime bien les facilités. Et là, il y a un truc. Et c'est pour ça que je disais que c'était publié dans la librairie du XXIe siècle, qui peut aussi parfois faire des livres extrêmement pointus, et comme des livres très accessibles. Mais celui-ci est quand même assez ardu.
Bon, moi, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense que ce mec, en fait, avait rien. En fait, c'était un espèce de mec assez médiocre, je dirais. Bah, c'est mon avis, bien sûr, hein, c'est pas dépréciatif ou autant, mais c'est une espèce d'énorme loser. Et finalement, qui était assez neurasthénique, qui était beaucoup dans le bovarisme, qui se projetait à faire des trucs improbables. J'ai noté réécrire l'hymne national, construire un théâtre en Polynésie. Il y va, puis il s'arrête au Maroc parce que c'est déjà too much pour lui. Il vit dans sa tête, il vit beaucoup dans sa tête. Jeanne d'Arc, bah, il s'identifie à elle, il va dire je suis la nouvelle Jeanne d'Arc, j'y vais. En fait, il fait rien de sa vie. Et du coup, c'est pour ça que je me dis peut-être l'auteur, il a essayé de remplir un truc avec quelqu'un avec qui on a peu de données. Je pense que sorti du procès, il a dû quand même, il a quand même déterré des correspondances dans des musées de caste. Enfin, il s'est bien emmerdé pour le coup. Hein. Et je pense que là où les éléments manquaient, là où l'historien s'arrêtait, le romancier a peut-être pas su bien enquiller derrière parce que il aurait fallu combler les trous avec une proposition. Je pense quand même de romancier, de dire ben voilà, je vous propose ma lecture, inventer la scène du juge peut-être. Bon, je dis pas que c'est facile, mais ça aurait été intéressant. Et j'ai l'impression qu'il s'est un peu empêtré avec un sujet qui finalement était un peu vide. Moi, je trouvais que ce mec était pas vraiment intéressant finalement. Et il a essayé un peu de pimenter le truc et en fait, on se fait un peu chier. Moi, c'est mon avis. Ce qu'on saura pas, c'est ce qu'il avait vraiment en main, Amos Reichmann. C'est-à-dire que peut-être qu'il fait avec ce qu'il a aussi. C'est ça. Et, sûr, et accessoirement, moi, ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et érudit. Et je pense qu'autour de la table, personne ne sait ce qui a déjà été écrit ou pas sur Raoul Villain. Bien sûr. Et donc peut-être lui, il a peut-être tout lu, tout vu, tout bu sur Raoul Villain, et il se dit, moi, je vais pas vouloir faire en fait. Et de ce point de vue-là, c'est une question que j'ai envie de me poser. En tout cas, je me suis aperçu de mon inconséquence à ce niveau parce que j'ai appris énormément de choses aussi sur cette période de l'histoire que je connaissais pas du tout. J'ai l'impression que le type a dit à la maison d'édition, je vous propose d'écrire sur l'assassinat de Jean Jaurès, sans avoir forcément travaillé le sujet, dit voilà, c'est l'idée, on y va. Et après, il va dire, ah finalement, il n'y a pas grand chose. Je me demande c'est quoi, et dire, merde. Oui, bon, il faut que j'aille maintenant. Et vas-y, et va. Alors, non, il va dans des endroits, mais dénicher des trucs, mais c'est tout à son honneur parce que vraiment, il a une pugnacité incroyable parce que même c'est chiant quand on le lit. Mais j'ai la peine pour lui. Je fais, il a dû s'emmerder, le mec. Bon, même lui, il lâche l'affaire. Il dit, bon, sachez qu'il a écrit à machin. C'est dispo au musée de Castres, allez-y. Bon, puis démerde-toi. Genre, même lui, il lâche l'affaire, t'as l'impression. Je fais, bon, très bien, on ira, quoi. Ouais, mais bon, je vais pas faire une statue à Christine Marcandier, l'éditrice, qui a repris la librairie, mais c'est typiquement le genre d'obstacle qui lui fait pas peur. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est pour le coup, c'est une éditrice qui publie des livres qu'elle estime importants et elle cherche pas forcément à publier des livres en fonction de la réception possible en termes de milliers de ventes, quoi. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un digne livre de la librairie du XXIe siècle parce qu'on verra. Je pense qu'il y a vraiment c'est un livre exigeant pour le coup, vraiment. Oui. Après, il prend des vrais partis pris parce que selon l'auteur, il est persuadé que je spoil pas, mais Raoul Villain a tué Jean Jaurès juste pour pas aller faire la guerre, parce qu'il avait peur de faire la guerre. Lui, il prend ce parti pris, il dit, ouais, moi je sais que c'était pas, il sous couvert d'héroïsme, juste qu'il se chie dessus de faire la guerre, donc il dit, je vais en tôle, comme ça. Et il a réussi, du coup, parce qu'il est resté en attente de procès très longtemps, 5 ans de mémoire, ce qui le fait que la guerre arrive rend son procès impossible. Alors comment lui en vouloir? Parce que je disais déjà que nous, comment on réagit avec une annonce de 2 confinements, on est déjà en PLS, s'il y avait une guerre qui arrivait, peut-être on peut péter un plomb et tuer quelqu'un. Je dis pas qu'il a... Mais du coup, finalement, il pense en sous-jacent que c'est un pleutre, mais on peut le comprendre et que c'est pas du tout sous couvert de je vais sauver la France. Il dit le but en lui, je vais être tranquille pendant 5 ans en cabane, et il réussit du coup. Oui, ça lui fait vraiment une solution. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il avait aussi des velléités d'écriture et que la prison lui permet aussi d'écrire. C'est ça, ouais. Donc, de ce point de vue-là, non, mais vraiment, si vous voulez vous intéresser à Raoul Villain et à une écriture qui sort vraiment de l'ordinaire pour le coup. Ça, c'est vrai. Voilà, si vous voulez vous laver les yeux après Five Nights at Freddy's, voilà, vous avez fait un très beau grand écart, vous avez travaillé vos ligaments et ça fait vraiment beaucoup de bien. Juste sur l'époque, un truc que j'ai noté qui m'a fait un peu peur, c'est que on sent que c'est pas une époque super pour les femmes, quoi, quand on voit parce qu'il a une mère en HP, une grand-mère en HP. Je me suis noté qu'on sent qu'elle peut finir en HP à tout moment, quoi. C'est-à-dire, en gros, on sent qu'à la moindre coup de fatigue, les nerfs en plot, le soir, après 3 nuits blanches, ça râle un peu devant la vaisselle. HP. Hystérie HP, quoi. On sent que, parce que le terme qui était et je l'ai noté parce que la phrase est excellente, le diagnostic qu'il amène en HP, c'est impossibilité de se conduire d'une façon médiocrement équitable au dehors.
Et je dis que sur la base de cette définition, je te cache pas que j'ai quelques noms en tête qui finiraient pas en terrasse cet été. Tu vois ce que je veux il dire faut lire à ce sujet le livre d'Adèle Lyon, hein, Mon vrai nom est Elisabeth, aux éditions du Sous-sol, qui fait une étude sur son arrière-grand-mère qui a été lobotomisée, où elle découvre que voilà, les arguments Oui. de la lobotomie, c'est cette femme est un peu et n'est pas gérable. Elle est hystérique. Voilà, et donc elle est hystérique, etc. Mais en fait, Cette tu te rends vaisselle compte que s'accumule, quoi. voilà, tu te dis là, en fait, la lobotomie, Ouais. c'était pour les femmes qui se tenaient pas à carreau, en fait. Bah, Et, c'est la assez suite de la chasse intéressant. aux sorcières, on le voit, tu bouges une oreille. Alors après, finalement, un rentre, elle est juste à peu près hystérique, puis à force, elle devient forcément folle, puisqu'on la laisse des années, Ouais, et quand voilà. le diagnostic tombe au fur et à mesure, bah, on te met Forcément, en HP son état 15 s'est ans, empiré. tu deviens fou, c'est obligé, voilà, parce elle que se tient toujours t'es pas sous mieux, médoc. donc on la garde. Au début, c'est juste voilà, médiocrement équitable au dehors, puis à la fin, bon, elle entend des voix, mais forcément, au bout de voilà. 15 ans à HP, je pense que on T'entends va des pas lui voix. en vouloir, quoi. Ouais, tout Et à donc fait. ce garçon qui grandit sans l'amour d'une mère, avec un père qui le prend pour un débile, hypersensibilité qui à l'époque devait pas exister en termes de diagnostic, ben ça fait un jeune homme qui est puceau, qui a peur de tout, de son ombre et qui fait ce qu'il peut pour éviter la guerre. Voilà, Ouais, grosso c'est modo. le triste tableau de Raoul Villain et que je trouve qu'il est bien rendu quand même dans ce livre. Oui. À ceci près qu'à cette époque-là, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont dû grandir soit sans leur père, soit sans leur mère, soit sans les deux. Et que voilà, c'était Ils ont une pas tous époque, assassiné Jaurès, c'est ça que t'es Exactement, en train de et il dire est arrivé en premier. Ils sont pas tous devenus assassins. Bien. je veux dire. Bah, un grand Vous, merci les à tous. côté explication, c'est pas Évidemment, on est forcément pour ça. obligé. Comment vous dire merci infiniment à tous. C'était une très très bonne première émission. Là, j'allais dire la semaine prochaine, mais on n'y sera jamais. Mais en tout cas, dans le prochain numéro, on s'intéressera au prochain roman de Constance Debray qui s'appelle Protocole, que j'ai déjà lu et que je vais vous confier. Vous allez vous le passer, messieurs. La et bonne puis nouvelle, on c'est en que tu l'as lu parlera. avant de nous le confier cette fois. Ouais, cette fois, je l'ai lu et je sais dans quoi je m'engage. Et il est fort probable qu'il y aura aussi un numéro avec ce livre qui vient d'avoir le prix Strega, l'équivalent du Goncourt italien d'Andrea Baggiani, qui s'appelle L'Anniversaire et qui est vraiment assez curieux, très intéressant et très facile à lire. C'est promis. C'était le Pambagna Social Club. Je vous remercie à tous d'être là. Si vous avez envie de vous abonner, ne le faites pas. Si vous avez envie de mettre un pouce en l'air, ne le faites pas. Et si vous avez envie de activer la cloche ou j'en sais rien, ne le faites surtout pas, car autour de cette table, personne n'est armé psychologiquement pour faire face à un succès. Donc merci de nous Je laisser pensais que c'était de la tranquilles. psychologie inversée que tu faisais pour qu'il le Ouais, fasse. ouais, c'est ça, c'est de la pure provoque. C'est en mode, ouais, on n'est pas comme ça. En tout cas, merci. Merci. Et à bientôt. Like et kitty kitty master, master, master et kitty kitty master. Like et kitty